C'est religieux. Hey, c'est Johan. Salut. Salut Johan. Alors, on est dessous l'atelier et on est en train de suivre. Ah tiens, c'est pas tout à fait droit. Attends, je montre. Voilà, voilà, ça fait moins la. Enfin, hein. Ouais, bon. Alors, du coup, on est dessous l'atelier et ici, on est plein de dessinateurs qui sont venus d'un peu partout. Et toi, tu viens de où? Je viens d'Annecy. Annecy. Voilà, c'est un dessinateur de talent, je précise, de talent et tout ça. Et j'ai l'intuition qu'il a des choses à nous raconter qui sont intéressantes. Alors, voilà, si on commençait dans ta vie, comment ça a commencé ta vie? Comment ça se passe? Tout est bien, une enfance merveilleuse? Franchement, j'ai eu plutôt de la chance. D'accord. Ça fait plaisir. J'ai grandi dans mes parents et on va dire si on parle de ma relation à Dieu hein, dans la vidéo. De Dieu, carrément. Là, tu commences Moi, j'y vais fort. Ouais, c'est bon. Allez, je sais pourquoi on est là. Ouais, vas-y. Mais mes parents, bon, vivent à Annecy, cette très belle région. Déjà, on est bénis pour ça. Et donc, c'était quand ils m'ont eu, c'était très jeune et en fait, ils venaient de quitter un peu, de ce que j'ai compris, une église qui était un peu radicale. Ah ouais, qui brûlait les gens comme ça. Non, mais qui non, disait, faut faire ci, pas faire ça. Ouais. Par exemple, si je te dis une petite chose, mais ma mère elle m'a raconté que le pasteur avait dit que si on quittait l'église, cette église, on était perdu, par exemple. Ah, super. Et bon, bah du coup, sa réaction... Bonne ambiance en femme indépendante, c'était de bah alors, tant mieux, alors on va se casser. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je pense que j'ai grandi pendant ces premières années où mes parents, Dieu, il était présent, mais c'était un peu comme discret. Peut-être qu'ils ne voulaient pas mettre de pression sur nous, sur moi et ma petite sœur. Et puis du coup, ils voulaient que tu puisses grandir avec plus de liberté, plus puis de pas liberté, toute cette... peut-être, ouais. Et peut-être aussi, ils étaient en questionnement à ce moment-là, ils s'étaient peut-être un petit peu éloignés. Ouais. Mais éloignés de quoi? Peut-être éloignés de Jésus, de leur relation. Ah ouais. Ou en tout cas, peut-être tout simplement... bon, on fait une petite pause, quoi. Ouais, une petite distance. Ouais. Ils diraient sûrement pas ça comme ça, moi c'est comme ça que j'ai compris. Et puis il y a mes grands-parents qui, eux par contre, étaient encore très engagés. Ils m'enseignaient aussi de leur côté, d'une autre façon, on va dire, sur Dieu, sur Jésus, sur comment prier, comment aimer. Voilà. Comment prier? Ils disaient quoi? Il faut faire comment? Bah, faut être simple, quoi. Simple, ça j'arrive. Ouais. Parler comme un ami, je pense que tu sais. Ouais, tu fais pas des manières, quoi. Non. Tu t'adresses à Dieu, c'est quelqu'un d'intelligent, t'as pas besoin de faire bim balaboum par pouf, non, tu peux rester toi-même. Après, c'était une autre génération, ils avaient un peu leur tradition. Ah ouais, baisse la tête avant de prier. Peut-être. Mais vraiment, c'est toujours, et ma grand-mère qui est toujours là, c'est toujours des gens qui aiment profondément Dieu et qui m'ont transmis beaucoup de choses aussi. Quoi. Et du coup, j'ai eu un peu ces deux mondes-là qui m'ont rapproché un peu de Dieu. Et puis quand j'ai eu peut-être 7-8 ans, mes parents, ils ont eu envie de retourner dans une église, une autre. Ouais. Et moi, j'ai vraiment vu une super différence à la maison. Tout d'un coup, j'ai l'impression que le soleil est venu dans la maison beaucoup plus fort. Quoi. Pourquoi? Je sais pas. Le soleil, c'est quoi, par exemple, le soleil? C'est vraiment comme un lever de soleil dans un endroit qui était un peu plus obscur avant. Et quand ils ont commencé à revenir à l'église, qu'ils se sont rapprochés de Dieu, qu'on a commencé à entendre de la musique à la maison qui parlait de Jésus, de chrétiens, de musique de chrétiens, moi j'ai vraiment eu l'impression de mon petit regard de 8 ans qu'il y a eu une différence, qu'il y a quelque chose qui était... Je me rappelle la première fois même que j'ai entendu un cantique, pourtant c'était pas de la musique hyper actuelle, mais je m'étais vraiment dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça m'avait attiré du fond de la cuisine, quoi. Je m'étais dit, il y avait une ambiance, il y avait un truc au fond. T'as un peu des capteurs, quoi, comme ça. En tout cas, je l'ai senti comme ça. Ouais, t'as senti un truc. Là, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Ouais. Et puis après, ils sont revenus dans une église. On a été vraiment entourés, plein de jeunes parents avec des enfants à peu près du même âge. Et puis voilà, les choses étaient lancées. Et moi, quand j'ai eu à peu près 12 ans, donc c'est vraiment l'âge quand tu commences à te poser plus sérieusement des questions, tu commences à chercher l'indépendance par rapport aux parents psychologiques. Je m'étais mis un truc en tête, alors je dis pas qu'il faut faire ça, que c'est pas je sais pas. Mais je m'étais mis un truc en tête, c'est je priais souvent le soir dans ma chambre et puis j'avais éteint la lumière et avant de dormir, je priais qu'il me révèle vraiment sa présence, que je puisse le toucher, quoi, que je puisse comprendre qui il était. À Dieu en général, mais c'était encore un peu abstrait, mais voilà, Dieu, ce Dieu dont on parle tellement autour de moi.
Et je pense que je l'ai répété pendant plusieurs heures, même Ah oui. dans le noir, comme ça, en me disant, ouais, Seigneur, je veux vraiment. Puis quand j'ai commencé à me dire, bah, Yoann, t'es peut-être un peu fou, peut-être qu'il va falloir que tu te couches maintenant parce que t'as école demain, t'as collège demain. Bah, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est passé où j'allais abandonner et tout d'un coup, voilà, j'ai senti un amour incroyable, j'ai senti de la chaleur, j'ai senti comme de l'eau qui coulait sur moi. De l'eau, mais il n'y avait pas de l'eau. Immatérielle, ouais. Ah ouais. Et puis j'ai senti, j'arrivais qu'à dire une chose, c'est dire merci, puis je me suis mis à pleurer. Ah ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ces petites entre-ouvertures, tu vois, et ben ça m'a marqué suffisamment pour que tout de suite après, je disais à mes parents, alors qu'ils n'insistaient pas sur ça, je disais, j'ai envie de me faire baptiser, j'ai envie de... Donc baptiser, c'est vraiment un pas pour montrer, voilà, je fais vraiment un pas. Je voulais m'engager, ouais. Et puis je me suis surtout dit, si c'est un truc tellement magnifique, si c'est ça en fait la personne de Dieu, mais il est hors de question que je le loupe dans ma vie, tu vois. Donc j'étais vraiment genre, c'est vraiment pas question. Voilà, et après... ça, c'est un peu le démarrage. Ben, ce que je trouve beau dans ton histoire, c'est que tu ne l'as pas effleuré. Tu l'as cherché parce que beaucoup de gens, ils ont vaguement entendu de la part d'autres, mais ils l'ont pas fait. Puis ils disent, oh non. Mais toi, tu as cherché dans la nuit, là, tout à coup, paf. Et puis tu dis, ben voilà. Suite, tu vois. Là, tu sais de quoi on parle. Et là, après, et je crois pas que j'ai vécu ça avec la même intensité depuis, tu vois. Ah bon? J'ai vécu des tas de choses avec Dieu dans ma sensibilité, mais je veux dire, cette force-là, vraiment, je l'ai jamais vécue avec cette intensité-là. Voilà, dans la Bible, ça ressemble un peu à quand ils disent qu'ils sont baptisés dans l'esprit, tu vois. Ouais, ça ressemble. Voilà. Et bon, après, par la suite, je vais revenir un peu en arrière, mais ça a été une période un peu moins facile. Ah bon? Moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal à connecter avec les autres à l'école. J'étais peut-être un peu, on pourrait dire, en avance, ou en tout cas, j'étais assez intellectuel, et puis j'arrivais pas trop à me faire des amis, surtout des garçons. Je jouais beaucoup avec des filles parce qu'elles étaient plus douces, elles étaient plus sensibles, et moi, j'étais vraiment très, très sensible. Et j'étais sensible presque au point que j'avais fait un peu des raisonnements dans ma tête, et en tant qu'enfant sensible, des fois il y a des choses, pour un autre enfant elles ne seraient pas dramatiques, mais pour ces enfants-là, un petit détail, un petit truc, ça peut provoquer des dégoûts, ça peut provoquer des gènes qui en fait font qu'ils vont se fermer ou qui vont... Alors, tu es très flou, je comprends pas trop. Tu peux peut-être préciser une anecdote ou je sais pas. Bah, un des trucs, on disait par exemple que j'étais vraiment très efféminé, que j'étais un peu comme une fille alors que j'étais clairement un garçon, mais je veux dire... Je jouais pas au même jeu que les garçons, je détestais les voitures, les tracteurs, et puis j'aimais bien les trucs avec des paillettes, les trucs un peu roses, et ça c'est qu'un élément. J'avais aussi, je m'étais mis dans la tête que les garçons, qu'ils étaient un peu plus durs, bah, qu'ils étaient un peu bêtes et que c'était que des muscles et puis et je me suis un peu éloigné d'eux comme ça. Et quand je suis arrivé au collège, en fait j'ai plus pu, on peut plus trop jouer avec des filles. Tu vois, tout d'un coup c'est vachement séparé. Tu vois. Et je me suis retrouvé seul avec aucun code dans ce monde-là qui quand même regarde vachement sur le regard des autres. Et je me suis senti vraiment seul. Il y avait une période où j'ai été pas mal harcelé dans mon collège pendant les presque. Tu t'es harcelé pourquoi? Bah, je sais pas trop. À l'époque, je me disais juste parce qu'ils étaient méchants, tu vois, mais quand j'y réfléchis, j'avais aussi des comportements qui étaient un tout petit peu atypiques. Et puis j'avais ce côté un peu efféminé, mais c'était pas que ça, tu vois. J'avais aussi ce côté où je savais pas toujours quoi dire de la bonne façon. Des fois, j'étais un peu cassant, un peu piquant, j'étais un peu. Voilà. Et je me suis mis dans un truc tout seul où j'ai vécu comme ça. Voilà, les autres qui sont pas, c'est pas l'âge où on est tolérant, après ça va mieux, mais le collège, j'ai vraiment cette période vraiment difficile où des fois même je mangeais pas. Parce que j'avais peur d'être au self avec les autres et qui mélangent ma nourriture, ou, tu vois. J'avais peur de passer dans des couloirs parce que on me faisait des croche-pattes, tu vois. C'est pas cool. Il n'y avait pas un harceleur en particulier qui m'a vraiment mené la vie dure, heureusement. Mais j'étais vraiment le bas de la chaîne alimentaire du collège, tu vois. Et, tout ça parce que tu étais un peu efféminé. Pas que, mais ça a une grande part. Et d'ailleurs, voilà, je vois aussi, comme on dit un peu aujourd'hui, bah, sur les théories du genre, les gens ils se battent pour dire qu'ils sont des individus à part entière et qu'il faut les aimer. Et je comprends que les chrétiens ils mettent des distances avec ça, mais ce que moi je veux juste dire, c'est que quelque part je les comprends parce que moi j'ai vécu cette espèce d'énorme, ce serait presque comme un racisme, même si c'est pas une question de race, tu vois, mais c'est vraiment de violence où tu es rejeté, on t'envoie clairement le signal que
que t'es pas le bienvenu quoi, à l'intérieur du monde. Ouais. Mais je veux pas cacher que c'est peut-être pas qu'à cause de ça. Des fois, quand on m'attaquait un peu, moi je me défendais verbalement, j'étais très incisif parce que j'étais un peu en insécurité. Puis en fait, tu rentres dans un cercle où tu vas penser toujours, et j'ai dû m'en libérer dans ma vie, j'ai encore des combats sur ça, mais tu pars du principe que les autres te sont un peu hostiles et qu'ils t'aiment pas pour ce que tu es. Ouais, donc, finalement, en fait, ça conditionne tout ce que ouais, tu fais. tu finis Si par- tu es en mode Ouais. où on m'attaque, alors que peut-être on te dit simplement bonjour. Ouais. Donc, du coup, tu réponds comme ça, l'autre il se dit, ouh, mais il m'attaque. Et puis, donc, du coup, ça fait des conflits. C'est ça, et du coup, tu rentres dans ce truc où tu es un peu la victime, puis des fois tu deviens un peu le bourreau parce que tu essayes de te défendre, puis tu restes comme ça dans ton truc. Et heureusement, le monde ne reste pas comme ça. Au contraire, plus on avance, même dans les études supérieures, les différences sont encouragées et puis elles sont presque appréciées. Donc heureusement, par la suite, les choses se sont tranquillement améliorées. Mais il y a eu cette période-là qui était vraiment très dure. Moi, je priais souvent le soir. J'avais l'impression de prier que la journée se passe bien. Le lendemain, elle se passait pas bien du tout, quoi. Enfin, je veux dire. Ah ouais? T'as l'impression que Dieu t'écoutait pas? J'avais l'impression. Je savais qu'il y avait comme une incohérence. Moi, j'espérais que Dieu agisse tout de suite, mais c'est une épreuve qui a duré quand même longtemps pour moi, quoi. C'est quoi? On parle de mois ou d'années? De 4 ans, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais. Et le pire, c'était 5e, 4e. Donc, en France, ouais, c'est 12-13 ans, Ouais. 13-14 même. Ouais. Où, voilà, vraiment les périodes sont dans l'adolescence. Puis voilà, moi j'avais un peu de mal à force, j'ai eu un peu de mal à me reconnaître chez les garçons. Et du coup, quand j'ai eu ma puberté aussi, j'ai eu un peu de mal à accepter le corps, à accepter la pilosité. J'ai un peu de mal à accepter la masculinité. Il y aurait plein de raisons pour ça que j'ai pas spécialement envie de détailler, mais oui. voilà, dans mon aventure avec mon papa qui était pourtant quelqu'un que j'aime encore, que j'aime toujours beaucoup, il y avait une certaine friction et il y avait comme... C'était quelqu'un plutôt sévère ou ben... Non. Ou distant? Non, mais juste on n'était pas du tout pareil. Okay. Et lui, il a eu une enfance très violente. En 2 mots, sa mère, elle s'est suicidée, il avait 12 ans, oh là là. Il l'a trouvée. Donc, ouais. Voilà, c'était très, très, très violent. Il n'a pas trop eu sa maman. Et il a eu un enfant comme moi qui était un peu particulier. Je pense que il a fait vraiment de son mieux et des moments où c'était très conflictuel entre nous, quoi. Donc il y a eu cette période où j'avais un peu, ça allait moyen à la maison, ça allait moyen au collège, mais ça se trouve une autre personne, moi j'ai déjà rencontré des gens qui avaient vécu du harcèlement, qui l'ont pas vécu avec la même intensité que moi, parce qu'encore une fois, moi j'étais sensible. T'es quelqu'un d'assez sensible, ouais, voilà, ça. Ouais. Ben, ça fait aussi que parce que tu es sensible, tu pourras faire des choses que d'autres qui ne le sont pas ne sauront pas faire. J'ai compris par la suite que tout ça c'était quand même vraiment un atout et que Dieu m'avait vraiment voulu comme j'étais, et qu'il m'appréciait comme j'étais. Alors j'ai eu des choses à reconstruire, il y a des blessures que j'avais reçues dans l'enfance qui ont mis des années, qui sont pas toujours complètement, qui ont tout doucement fini par se lisser, on va dire. C'est un peu l'histoire de la vie, on passe notre temps à ça. Et puis si je continue un peu l'histoire... mais juste, je me pose la question, alors je ne sais pas si c'est le moment ou pas, mais au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui serait comme ça, j'ai l'impression qu'on lui dirait, mais en fait, tu es une fille dans un corps d'homme, il faut te transformer, ou tout ça. Est-ce que peut-être à ton époque on ne le disait pas, ou non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as pensé, parce que ça existait des gens qui sont homosexuels, et peut-être tu pourrais dire j'en suis un, et puis tu aurais pu rentrer dans ce groupe. Est-ce que c'est ce qui est arrivé ou... Moi, j'ai pas du tout vécu la même époque d'aujourd'hui. Souvent, quand j'ai plutôt eu cet sentiment très négatif de la société, je pense qu'il existe encore, mais c'est vrai qu'il doit être vraiment dilué avec d'autres courants de pensée. C'était quoi ta question? T'as pas été tenté de te dire, moi je suis homosexuel, puis comme ça, voilà. Puis du coup, après, je sais où j'en suis, on arrête de m'emmerder, et puis voilà. La sexualité, c'est encore différent que l'identification à un genre particulier. Mais c'est vrai que je sais pas du tout comment j'aurais réagi si on m'avait dit, mais Yoann, en fait, c'est juste que t'es une fille, viens, t'as 12 ans, t'as pas encore eu ta puberté, on va prendre des hormones, puis t'auras pas d'enfant, mais bon, tu seras exactement comme une fille, on va faire de la chirurgie. Ça t'aurait attiré? Peut-être. En fait, je peux pas le dire, mais à cette époque-là, on est vulnérable dans notre pensée, malgré ce qu'on peut dire. Ça peut être, je pense que ça peut être très tentant, si on peut dire.
Et moi, je sais pas ce qu'aurait été ma vie si j'avais fait ces choix-là, mais ce que je sais, c'est que je suis très content de ne pas avoir vécu à cette époque et d'avoir pu juste prendre le temps de connecter. De digérer peut-être. Ouais, de comprendre aussi qui j'étais et même d'apprécier être un homme, tu vois. C'est arrivé? Bah bien sûr. Oh, aujourd'hui, je suis très content, je ne ferai absolument pas le changement, tu vois. Ouais, ok. Mais, c'est pas quelqu'un qui t'a dit, il faut que tu sois un homme! Non, non. Je sentais bien cette pression, tu vois, même au milieu chrétien, même s'ils ont été très tolérants. Ils ont eu peur que tout à coup tu te raboules en robe. Ouais, peut-être qu'ils avaient des peurs, mais moi je vais encore dire, mes parents, ils ont quand même vraiment bien géré ça parce que ils ont eu à la fois, m'ont laissé dans mes délires. Vous voyez bien qu'il y a des trucs qui me faisaient vraiment plaisir, des jouets. On croyait toujours que ma chambre c'était celle de ma sœur, elle avait les Indiens. Puis moi j'avais des Playmobil avec des châteaux. Ils n'ont pas mis de pression à ce niveau-là. Bah, je pense qu'ils l'ont fait subtilement, c'est-à-dire pas au point que peut-être on se moque vraiment de moi ou à des moments. Mais j'ai jamais eu trop de mes parents, j'ai pas le souvenir de vraiment un truc cassant. Non, mais ça c'est pour les filles ou ça c'est pour les garçons, mais c'était vraiment. Je sentais qu'il y a des choses, des moments, fallait un peu. À la fois accepter, puis il y a des choses, il fallait peut-être pas aller trop loin, mais ça j'en ai pas eu conscience, c'est intéressant de leur demander. Bah en fait, ce qui est beau, c'est comme je vois tes parents, je les vois comme des guides, des gens bienveillants qui veulent te guider, et non pas comme des panneaux qui disent là c'est bien, là c'est mal, tu vois. Et donc ça fait une grande différence, et peut-être que tu étais dans leur prière aussi, parce qu'ils voyaient aussi le rejet que tu vivais, ça doit être horrible pour des parents. Je pense qu'ils savaient pas trop. Ah Ils ouais. regardaient vachement pour moi. Et pourtant, c'était pas fermé, mais en fait, tu as une espèce de honte qui vient avec le harcèlement, où tu as vraiment l'impression, quand tu es jeune comme ça, que c'est de ta faute. Et pareil, je suis très content que les réseaux sociaux n'existaient pas. Parce que si en plus ça rentrait dans ma maison, chez moi, à travers le téléphone et tout, que les gens te harcèlent. Ah ouais. Mais voilà, mon père, tu vois, il a eu des mots, tu vois, ne sachant rien, puis ayant quand même sa pudeur. Quand on avait vraiment des grosses colères où ça partait un peu mal et il y avait un peu des gestes qui étaient un peu violents entre nous, et il allait me voir et puis il m'a donné quelque chose que beaucoup de générations ont peu. Il m'a dit, écoute, tu sais que je t'aimerais toujours malgré ça. Et puis il l'a pas dit souvent, mais je m'en suis souvenu. Et et même des fois quand il avait un peu, je pense qu'il voulait un peu me libérer de quelque chose, il me disait, Yoann, tu sais, même si un jour par exemple, tu étais homosexuel, je t'aimerais toujours. Tu vois, je vais pas te rejeter, tu vois, enfin, je veux dire. Mais avec ce côté, pas non plus aller dans le sens, comme je vois certains parents qui emmènent tout de suite les gens sur un psychologue, puis tous leurs problèmes, tout leur mal-être, en fait, ça va venir de leur. Ils sont focalisés sur la problématique que tu es une femme et que tu n'es pas un homme. Et moi, ça, je pense, c'est vraiment un mensonge, que ça va résoudre tes problèmes psychologiques. Parce que tes besoins, ils sont plus profonds que simplement cette identité. On a des besoins qui sont carrément liés à l'âme par rapport à Dieu, puis ça transcende tout ça. C'est ça. Et puis, se laisser vraiment le temps, après, plus tard, un peu chose très drôle, parce que on pouvait se poser des questions. C'est Yoann qui était tellement toujours dans les plantes, dans les fleurs, dans les trucs comme ça, qui était, de mon groupe d'amis, je suis le premier à avoir une copine au lycée, et puis comme ça, on se tenait la main pendant quelques mois, puis après, j'avais eu un gros chagrin d'amour énorme, comme tu peux avoir à cet âge-là, puis en fait, je m'étais dit avec Dieu, je vais attendre d'être plus mature pour me mettre en couple, etc. Et puis là, très jeune, en fait, j'ai rencontré un jour dans une église une jeune femme magnifique, que j'ai vraiment une espèce de coup de foudre, tu vois, hyper inattendu. Et ce qui est rigolo, je le dis tout le temps, mais c'est que toute ma famille est tombée amoureuse d'elle en même temps. Mes parents et puis ma sœur, ils se sont tous dit, il aurait vachement bien avec Yoann. Et puis en fait, c'est ce que je me disais aussi. Puis après, je me suis un peu battue avec les autres garçons, parce qu'ils étaient très belles. Pour avoir son attention, littéralement. Juste jouer de psychologie et de finesse pour atteindre son cœur. C'est là que les atouts d'une personne qui est un comment peu tu l'as eu sensible. Si tu as 2-3 combines. En ayant un bon sens de la communication, en parlant, en ouvrant son cœur facilement et justement en montrant ses émotions. C'est ça. Et ce que d'autres, ils avaient peut-être plus de mal à faire. Les hommes qui pensent être des hommes, souvent ils se disent on ne doit pas montrer ses sentiments, pas ses pleurs, et puis c'est comme ça qu'on va séduire. Et c'est l'inverse. Ça dépend des femmes. Oui, ça dépend. J'ai pas eu beaucoup de femmes qui ont manifesté de l'intérêt pour moi, et moi j'ai pas manifesté d'intérêt pour beaucoup de filles. C'était vraiment
des personnes qui avaient la douceur qu'il me fallait pour que je puisse être un homme avec mon niveau, tu vois, par rapport à elles, tu vois, pour que je puisse quand même me sentir libre d'être qui je suis au travers de cette relation. Et du coup, il y a cette relation, on a mis, et puis c'était marrant parce que maintenant je vois ça avec affection, mais on était hyper jeunes, puis quand on s'est dit qu'on s'aimait et tout, on s'est dit mais on va apprendre à se connaître, et puis on a vraiment pris le temps. Ça a mis presque 5 ans que on va dire qu'au travers de cette relation, il y a des choses de mon identité masculine qui se remettent en place tout doucement. Quand je suis partie de chez mes parents, j'avais 20 ans, il y a eu un grand, je sais pas, comme une espèce de truc qui a changé, où je n'étais plus dans la maison, et tout d'un coup il y a plein de trucs qui se sont mis à aller mieux dans ma vie. Et puis j'ai fait un peu de relation d'aide avec un chrétien, et puis on avait vraiment pu parler de ces sujets très intimes sur la sexualité et sur l'identité. Il m'avait vraiment écouté parler, puis il m'avait rassuré en me disant que j'avais compris beaucoup de choses, et que Dieu était vraiment avec moi, et je pense que oser parler de choses vraiment intimes à cette époque-là, j'en parlais pas tellement de mes combats, aussi me voir en tant qu'homme par rapport à cette jeune femme. Et c'était marrant, mais c'est un peu intime, mais je veux quand même vous le dire. Il y avait un truc, c'est que j'avais du désir pour les femmes, pour ma femme notamment surtout, mais il y avait comme une espèce d'hyper-idéalisation de la femme. C'était trop pur, c'était sacré, on ne pouvait pas le toucher. Et moi, j'avais toujours du mal avec ce côté masculin qui était comme sale et qui était comme avilissant, tu vois, pour la femme. Et en fait, il a vraiment fallu que je passe par-dessus ça, et ça a mis longtemps, on va dire, à passer par-dessus et à quelque part profiter pleinement et investir pleinement le corps que j'avais reçu, tu vois. Et je sais pas si ça fait sens, ce que je dis, mais c'est ton vécu, voilà. C'est beau. Et tout doucement, puis voilà, au bout de quelques années, on a commencé à vraiment, tout d'un coup, on a vraiment eu le déclic où on est devenu le couple qu'on allait être aujourd'hui, qui est soudé, qui s'aime. Et puis on s'est mariés, quoi, assez jeune. Voilà. Tu as des enfants alors? J'ai 2 filles, oui. Elles ont quel âge? Elles ont 5 et 2 ans. Ah, d'accord. Et tu vois, la parentalité, ça a ses défis, mais si j'avais vécu ce qu'on disait tout à l'heure à une époque où on t'aurait forcé dans un sens, en disant voilà l'autoroute à prendre. Ouais, je dis pas, t'aurais pas vécu tout ça? Pas vécu de la même façon, et puis pas vécu ça avec ma femme comme ça, oui, c'est ça, j'aurais pas été vécu. Après, quand j'ai été parent, j'ai quand même, et je dois toujours, tu déballes un peu certaines blessures que tu as eues quand tu es enfant, tu t'es reconfronté quand tu as des enfants. Donc pour moi, c'était pareil, c'était comme une nouvelle période où je me suis dit, mais en fait, je me sens fragile à l'intérieur et je dois porter encore quelqu'un, alors que moi, j'ai l'impression d'être toujours enfant, donc tu dois maturer. Et on ne parle pas tellement de ma relation à Dieu, mais il y a vraiment eu un accompagnement qui était très doux et qui était très encourageant toutes ces années un peu avec moi quand même. Donc Dieu t'a suivi dans ce questionnement. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils se disent, dès le moment où je commence à voir, si tu es un homme, tu deviens un peu trop féminin, ou bien une femme trop masculin, tu te dis, ça y est, Dieu quitte le bateau, il ne s'intéresse plus à toi. En fait, Dieu t'aime tout le temps. Ouais. Il te suit et puis t'accompagne, il veut le meilleur pour toi. Ouais, puis je trouve que ces questions, on les met un peu trop centrales parfois. On leur donne une importance tellement énorme qu'on en fait des idoles, quoi. Oui. Qu'on soit pour ou contre. Oui. Parce que quand on est contre, puis qu'on parle que de ça, puis qu'on focalise sur ça, on en fait quelque chose d'énorme. Oui. Et puis quand on est pour, et puis on se dit, ah oui, c'est ça, c'est grâce à ça que je vais être heureux ou heureuse, non plus, on en fait une idole, quoi. Ouais, puis avec le... Ouais, c'est vraiment, moi je dis, c'est avec le temps que les choses se font. Ouais. Et je trouve que ce qui fait pas sens dans la logique d'aujourd'hui, c'est que je vois pas pourquoi on serait plus nous-mêmes en transformant le corps qu'on a reçu, quoi. Je trouve ça un petit peu contradictoire de se dire, t'es une femme dans ta tête, encore ça, c'est quelque chose d'intellectuel, bon. Mais que ce soit obligé même d'être vraiment au-delà sur le corps, obligé d'être visible, je trouve que c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif, quoi. Moi, je trouve que ça semble, en tout cas un peu logique, d'être que
quand t'es bien, c'est quand tu t'acceptes comme t'es en entier, tu vois, Ouais, pas ouais. juste, et c'est valable pour plein de choses dans la vie, tu vois, enfin, quand tu vieillis aussi, tu dois passer par cette phase d'acceptation, donc ouais, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me blesse un peu quand je vois les plus jeunes générations Ah ouais, qui sont conditionnés un peu. ouais, puis Il y a une pression quelque part, sociale. elles sont comme, elles se rejettent elles-mêmes, et elles sont encouragées dans À se rejeter, l'accentuation ouais. du rejet et elles n'en ont pas spécialement conscience. Et moi, je sais très Puis bien il y a une promesse une fois que tu auras fait ce pas, de t'assumer, tu seras heureux ou ouais. heureuse et en fait, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas expérimenté, Voilà, moi, ouais. mais je pressens que quand on est un peu ce genre de personnalité, souvent, on n'a pas que ça. On est souvent une personne un peu atypique dans sa tête. Ouais. Et souvent, on a du stress, on a de l'anxiété on a d'autres problèmes. Et dans tous les cas, on va devoir passer par de l'acceptation. Dans tous les cas, on va devoir... Donc, est-ce que c'est le cœur du problème? Moi, je suis pas sûr. Ben, en t'écoutant, je pensais à mon arbre. Tu me diras quoi. Je sais que tu es un peu jardinier aussi, tu peux comprendre. J'ai un pommier là qui se fait attaquer souvent par des pucerons. Et bon, bah, j'ai eu toutes les recettes pour essayer de l'aider, mon arbre, et puis de mettre du purin de fumier, du purin de rhubarbe, du savon noir, des trucs comme ça. Mais en fait, ça revient tout le temps. Et puis après, j'ai compris que c'était les fourmis qui élèvent les pucerons. Puis après, je me suis dit, ouh, sans ces fourmis, je vais les déménager. Enfin bref, et puis quelqu'un m'a dit... Quelqu'un d'assez sage m'a dit, mais en fait, tu dois un peu laisser cet arbre devenir fort et de combattre lui-même. Je me suis dit, tiens, moi j'ai eu l'impression qu'on devait tout faire pour lui, pour qu'il s'en sorte. Et puis, en fait, je me suis dit, ben, je vais veiller quand il fera trop chaud à bien l'arroser, je vais veiller quand il fera... tu sais pas, de peut-être voir s'il met trop d'énergie sur toutes ses branches pour couper certaines branches, enfin bref, et je vais plutôt le laisser se démerder, lui donner des vitamines, lui mettre peut-être de l'engrais à ses pieds, et puis du coup, ben, ces pucerons ont cessé de venir. Et je pense que c'est aussi, quand on voit quelqu'un qui a des problèmes, plutôt que de dire « il faut faire ci, il faut faire ça », ben, en fait, plutôt l'encourager à avoir des temps de qualité avec Dieu. Et puis, qu'il trouve lui-même son équilibre. Oui. Voilà, alors ça c'est l'exemple avec les plantes, mais voilà. Recevoir en fait de l'amour, ça ne veut pas forcément dire, quand on aime la personne et qu'on va un peu dans son sens, ça ne veut pas dire qu'on valide tout et qu'on est d'accord avec tout, mais on a tous besoin d'amour et si on ne commence pas par là, s'il y a de base du rejet ou une espèce d'inconfort, je sais que c'est pas évident, hein, la personne elle va accentuer cette mise à l'écart et elle va accentuer ses problèmes. Donc c'est pas par là que le chemin il est de toute façon. Le chemin il est vraiment dans quitter, rencontrer la personne. Et puis il y a plein de problématiques, enfin c'est pas que dans ces sujets, mais j'entends souvent on n'est pas obligé de vouloir transformer les gens tout de suite. Ce qui est important c'est de les amener à Christ et puis leur laisser l'espace et le temps de vie nécessaire pour eux se rendre compte, laisser l'esprit en eux, les convaincre qu'il y a peut-être des choses qui doivent changer dans leur personnalité. Et ça, c'est pas du tout visible, c'est pas du tout vrai qu'avec leur personnalité. Alors, je dis pas qu'on ne doit pas reprendre les uns et les autres, mais j'aimerais qu'il y ait plus ça dans le monde, notamment chrétien, qui est quand même un peu rigide sur ces problématiques aussi. C'est un vrai affrontement, hein, je dis pas... c'est délicat, mais laisser le temps... Laissez le temps pour les personnes qui ont ces problématiques, vraiment laissez-vous du temps. Puis les personnes qui les voient aussi, laissez-leur de l'espace, laissez-leur du temps. Et c'est un délicat équilibre. Voilà, Waouh, merci pour cette histoire. Je pense que ça pourra aider beaucoup de gens. Est-ce que tu aurais un truc à dire aux personnes qui sont dans ce sens-là, qui ne savent pas trop... Où est-ce qu'ils se positionnent? Ouais, ils ne sont pas sûrs peut-être de leur sexualité ou de leur genre. Est-ce que tu aurais un truc à leur dire? Toi qui as quand même un peu vécu que ça, tu vois. Déjà, je sais qu'on n'est pas bien. Enfin, c'est un vrai truc qu'on n'est pas bien dans ces moments-là et qu'on souffre. Donc, je suis désolé pour vous, de la souffrance que vous avez et de ce que vous portez dans votre vie. Ensuite,
laissez-vous, ouais, ce que je disais tout à l'heure, laissez-vous le temps, laissez-vous approcher par Dieu et pas spécifiquement sur ces problèmes-là, laissez-vous juste rencontrer quelqu'un qui vous aime. Moi, il y a des moments où Dieu il m'a vraiment montré des images où j'étais son fils et c'était mon père et c'était intense. Et on était dans petites images comme ça, comme on a des souvenirs dans la tête, mais comme des moments d'amour particuliers. Et puis souvent vous êtes sensible et en vrai cette sensibilité ça permet de capter plein de messages. L'antenne pour capter Dieu elle est super intense. Ouais. Donc il y a plein de choses qui seront une force, puis vous allez vous trouver. Puis oui, il y a des choses par exemple dans la masculinité ou dans la féminité peut-être qui vous conviennent pas. Et c'est vrai que le monde il est un peu unidirectionnel. Moi par exemple j'ai trouvé que dans l'époque où il y avait les cercles de poètes, il y avait une version de masculinité des hommes poètes et sensibles et que je m'identifiais beaucoup plus et qui me semblait beaucoup plus me correspondre. Et puis voilà. Après, il y a aussi, je pense, tu dis, il faut ça, laissez-vous approcher de Dieu, mais si vous avez une image de Dieu, que c'est justement quelqu'un qui vous aime pas. Oui, à cause de ça. Ben, voilà. Et donc, du coup, vous êtes déjà dans le faux. C'est faux. Dieu vous aime. Incroyable. Incroyable. Vous aime. Et puis, on ne sait pas. Qui que vous soyez, même si vous êtes tordu, il vous aime. Tu vois, il vous aime. Ouais. Donc, du coup. Il ne juge pas, parce qu'en fait, pour lui, il est tellement saint que n'importe quoi. Pour lui, dans la Bible, il dit qu'il a le mensonge en horreur, même un petit mensonge. Et en fait, il fait vraiment le pas vers nous. Et lui, il n'a pas tellement pour moi de niveau de. Le mensonge en horreur, mais pas le menteur. Oui, pas le menteur, c'est exactement ça. C'est ton fils ment. Tu l'aimes ce fils, tu n'aimes pas ce qu'il ment, mais voilà. C'est deux choses. Et je veux dire, lui, il met pas quelque chose sur un pied d'égalité de gravité, je pense, pas plus que l'autre quelque part. Enfin, alors là, ça c'est ses affaires à lui. Hein. Mais en tout cas, aussi, par exemple, tu as dit l'exemple du père, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui ont eu un père absent, un père sévère, tu vois. J'ai les potes qui sont homosexuels que j'ai eu sont souvent eu ça. Vraiment, c'est un peu une constance que j'ai. Alors, je connais pas tout le monde, mais ceux que je connais, c'est une constante là. Et je me suis dit, car cette absence de père, après tu leur dis Dieu t'aime comme un père. Oh, tu vois, ça fait genre association de c'est pas cool. Donc Dieu, il est le père que tu aurais eu besoin. Et il est le père que tu as besoin, en fait. Ouais. Il est encore, même si tu es adulte et tout ça, et il est toujours ce père. Toi. Et puis pour les parents ou les proches, des fois, de ces personnes-là, il faut prendre un peu de l'écart, je pense. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un équilibre entre un peu quand même laisser la personne aimer ce qu'elle aime et aller dans son sens, et aussi accepter que on n'est pas propriétaire de nos enfants ou de nos proches et qu'ils vont faire leur choix de toute façon dans tous les cas et que c'est leur chemin avec Dieu. Et pas survalider non plus. C'est pour ça que je dis que c'est délicat, parce que du coup ça peut les priver d'un avenir radieux où ils s'aiment eux-mêmes complètement. En survalidant, tu peux peut-être donner un faux message. Je dis, t'as vu, quand j'accepte que je suis pas le genre que j'ai, du coup, je suis plus apprécié, donc je vais là. Et j'ai un copain, c'est le pivot qui a fait qu'il a changé. C'est-à-dire que on l'a toujours, quand il était avec des filles, on l'a toujours reproché, son père notamment. Et puis un jour, il était avec un homme et son père là, il a rien dit. Et il s'est dit, alors c'est bien. Et c'était pas que tout, mais il m'a dit, ça a été un truc qu'il a. Alors dans ce cas, tu vois, ça tient à pas grand chose des fois. C'est ça. Et puis les problématiques sur l'homosexualité, moi je suis pas du tout un spécialiste, il y a des gens qui ont écrit des livres sur ça. Ah oui, voilà. Mais voilà, en tous les cas, c'est toujours. Voilà comment est-ce que Jésus se comporte. Il est toujours avec les gens qui sont, selon la société, en train de faire des choses étiquetées mauvaises. Moi, je pense que si Jésus était là aujourd'hui, il nous apprendrait des choses sur ces sujets-là. Mais il est là avec nous aujourd'hui et j'espère qu'on va tous le laisser assez rayonner en nous pour comprendre de plus en plus. Voilà. C'est super. Voilà. Tu as aussi toute une vie d'artiste. Est-ce qu'on fait une autre vidéo? Ou bien tu as de quoi dire sur une autre vidéo ou tu veux le dire? Alors, si jamais, c'est possible qu'il y ait une deuxième vidéo. Je crois que c'est pas mal. Parce que c'est vraiment un super bon artiste. Allez, à plus. Ciao.